Bonjour. Ça fait depuis probablement ma tendre jeunesse, entre guillemets, qu'on affiche très ouvertement le déraillement du capitalisme. Déjà dans les années 90, on se plaignait des effets de la désindustrialisation, à laquelle la réponse de la part des gens qui admiraient le capitalisme à l'américaine expliquait qu'au fond, ça se compenserait en allant dans des plus hautes technologies, pour lesquelles on n'avait pas le CAPEX, donc de toute façon c'était impossible. Les Américains avaient le CAPEX pour ça, c'est bien pour ça qu'ils répétaient ces bêtises. On vous expliquait que au fond, ça allait se compenser par les services, par plus de finances. Et à chaque fois, la réponse du péplum était la même, c'est que non, en fait, qu'il fallait produire des vraies choses et que c'était les vraies choses, les vrais biens et les services produits qui allaient créer de la richesse et pas simplement de balader des chiffres entre différents comptes bancaires. Là-dessus, le péplum a toujours eu raison. Le péplum a toujours eu raison. Les gens qui travaillaient et qui perdaient leur travail à mesure qu'on avait le chômage qui augmentait avec la financiarisation, le fait que les sociétés occidentales vivaient de plus en plus sur une aide sociale permanente qui à ce stade est devenue la société elle-même, soutenue par la dette, donc de fait qu'on repoussait le paiement de nos excès économiques à plus tard. Tout ça était déjà vrai il y a 30 ans, tout ça était déjà dénoncé comme idiot il y a 30 ans, autant il y a 40 ans par certains. Et donc, depuis tout ce temps, on a toujours prédit qu'il y aurait une espèce de casse, un moment où ça ne serait plus possible d'endetter, ça ne serait plus possible de repousser à plus tard, que l'on finirait par atteindre, en gros, la fin du capitalisme financiarisé, du néolibéralisme. Ça fait au moins 30 ans qu'on en parle, plus probablement 40. Depuis 40 ans, ça ne se fait pas. Donc pourquoi ? Déjà, voyons un peu pour quelles raisons ça a été mis en place. Quand vous remontez aux années 70, vous voyez que les États-Unis ont du mal à maintenir leur niveau économique, ils n'arrivent plus à payer tout ce qu'ils veulent payer, donc ils impriment beaucoup d'argent. Ça mène à l'abandon du standard or en 1971, ce qui commencera à créer une inflation immense à travers les années 70, et aux années 80, vous avez Reagan et Paul Volcker qui sifflent la fin de la récréation et qui transfèrent le système d'impression d'argent de la Fed vers les banques privées. C'est comme ça que commence ce qu'on appelle la financiarisation, ce qu'on va plus tard appeler en Amérique le néolibéralisme. Le nom va rester chez les gauchistes en France qui sont persuadés que c'est une véritable théorie économique, tandis que les libéraux français, dans leur grande tradition de ne pas suivre le film, vont prétendre qu'en fait, ça n'est pas le vrai libéralisme et donc oublier son existence, alors que c'est littéralement la base même du système économique actuel. Donc, quel est l'objectif profond dans ce geste ? L'objectif profond, c'est que vu que l'Amérique n'arrive plus à produire assez de biens et de services pour ses ambitions, c'est-à-dire d'être un grand empire, elle a besoin qu'on trouve le moyen financier, donc l'impression d'argent, le prêt, différentes formes de produits financiers, qui, eux, vont pouvoir lui permettre de maintenir le niveau de vie qu'elle espère avoir. Dit de façon moins policée, il triche. Il faut bien comprendre que cette triche-là n'est possible pour eux dans les proportions dans lesquelles elle n'est possible que parce qu'ils ont le dollar, c'est-à-dire qu'ils ont la monnaie de réserve mondiale. S'il y a une énorme inflation parce qu'on n'arrête pas d'imprimer du pognon dans n'importe quelle monnaie, ça va créer des problèmes. S'il y a une énorme inflation dans la monnaie de réserve mondiale, le problème va être diffusé à l'ensemble des utilisateurs de cette monnaie, donc le monde entier. C'est ce qui donne un avantage compétitif monstrueux à l'Amérique, et je garde ma métaphore préférée sur la question. Si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé, imaginez un jeu de poker où vous avez une règle où vous pouvez donner un petit peu de votre argent pour avoir le droit de tirer une nouvelle carte, où tout le monde autour de la table peut lâcher un petit peu d'argent et tirer une nouvelle carte pour se donner un avantage. En Amérique, quand eux veulent une nouvelle carte, ça n'est pas eux qui donnent un peu d'argent, c'est tout le monde qui donne un peu d'argent.
Donc c'est effectivement une subvention à la puissance américaine. Ça ne peut pas se transformer facilement en biens et en services, mais ça peut se transformer très facilement en pognon qui permettra d'acheter des biens et des services. C'est comme ça que la financiarisation a commencé, sous la volonté du gouvernement américain, et c'est pour ça qu'elle a continué jusqu'ici, peu importe ses effets. C'est-à-dire, vous remontez aux années 80, 90, 2000, on parlait de désindustrialisation, on parlait des problèmes, mais on pouvait très bien voir que pour les financiers, pour les banques, pour tout ce qui est du système d'endettement, du système de création de placement de produits financiers, du système d'extension du monde de la finance, qui va connaître une inéluctable croissance jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc on a l'augmentation de la masse monétaire qui crée de l'inflation, mais qui amène une croissance de la puissance financière qui va surtout servir les desseins des États-Unis, et en même temps ça amène une difficulté de plus en plus croissante pour les entreprises de trouver des sommes suffisantes parce que l'argent qui autrefois avait une certaine valeur n'a pas arrêté de baisser, donc elles sont en réalité de plus en plus pauvres, de plus en plus limitées, et ça s'applique à l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire les salariés ont des salaires beaucoup plus bas, les entreprises ont en réalité des capitaux beaucoup plus difficiles à assigner, et surtout ils sont difficiles à assigner pour une raison, c'est que comment fonctionne la finance qui prête, c'est-à-dire pas la finance des années 70, celle où l'État américain imprime du pognon et tant pis, voilà partout l'inflation, mais la finance des années 80, comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle a fonctionné jusqu'à aujourd'hui? Vous avez une banque qui va imprimer de l'argent, c'est-à-dire pour une banque privée, ça veut dire faire des prêts, ça va augmenter la masse monétaire, elle va prêter cet argent à une entreprise, et elle va évidemment y mettre des intérêts et espérer un retour. Or, l'objectif de ce genre de choses, le résultat de ce genre de politique, c'est quoi? C'est que vous avez l'entreprise, mettons, qui a un capital de 100 millions, qui a besoin de 200 millions pour investir convenablement ce qu'elle veut faire. La banque lui prête les 100 millions en plus dont elle a besoin, et donc il y a les intérêts derrière à rembourser. L'entreprise fait ses investissements, elle rembourse avec le bonus. Qui a eu le bonus? Qui a eu le bénéfice des intérêts? Ben, la banque. C'est la banque. C'est pas l'entreprise. L'entreprise, si on a 100 millions, qu'on investit 100 millions, et qu'elle fait au moins 100 millions de recettes, elle a eu ce qu'il fallait. Et tout le bénéfice en plus, au-delà des 100 millions, est dans sa poche. Alors que quand vous avez une banque qui a imprimé de l'argent et qui demande des intérêts en retour, même si c'est 2-3%, ces 2-3%, c'est une augmentation de la masse monétaire. Il y a plus d'argent dans le système qu'il y en avait avant. Mais l'entreprise qui a fait son bénéfice, même si c'est grâce à cet investissement, une bonne partie de ce bénéfice, elle a été reversée aux banques. Et le problème, c'est que ce jeu-là, à petite échelle, c'est pas grave. Je rappelle que la règle d'or, c'est l'économie ne fait qu'augmenter et la masse monétaire doit l'accompagner. Il n'y a pas de problème à avoir plus d'argent. Mais la question, c'est combien d'argent en plus on a pour combien d'expansion de l'économie. Si vous avez 5% de croissance, mais 10% d'augmentation de la masse monétaire, vous allez avoir de l'inflation. Et le problème, c'est que c'est un jeu sans fin. En 80, vous avez 100 millions de prêts, avec 5% d'intérêt. Bon, il y a augmentation de la masse monétaire de 5 millions, pour cette entreprise-là, évidemment. En 82, tout d'un coup, parce qu'il y a eu de l'inflation, les prix ont un petit peu augmenté. Vous vous retrouvez à ne plus avoir besoin de 100 millions, mais plutôt 110 millions. Puis là, il y a encore 5%, donc on va monter à quelque chose comme 117. Puis, 2 ans plus tard, ça a encore augmenté, puis 2 ans plus tard, ça a encore augmenté, et ça n'a fait qu'augmenter depuis 45 ans. Sauf qu'à chaque fois, qui vient demander son dû, et qui vient alourdir sa part dans le système économique, c'est-à-dire qui a toujours plus d'argent, tandis que les entreprises productives, les travailleurs, les salariés, eux, en ont de moins en moins. Qui en fait a un droit de cuissage sur le profit des entreprises, et ce droit de cuissage en fait est inévitable parce qu'il y a toujours encouragement à avoir besoin de plus d'argent, plus de dettes. Et ben c'est la finance. Donc vous vous retrouvez avec un assèchement
des pauvres, un assèchement des salariés, un assèchement des entrepreneurs, un assèchement qui commence toujours par le bas, c'est-à-dire les plus petites entreprises, peut-être qu'elles peuvent survivre sur pas grand-chose, mais les entreprises moyennes qui ont besoin d'un peu de moyens, ça ne tient pas. Et dès qu'on monte de plus en plus haut, c'est en réalité de plus en plus tenable, mais c'est de plus en plus tenable parce que vous avez déjà un énorme capital. Autrement dit, c'est l'application au niveau de l'ensemble de la société du principe de on ne prête qu'aux riches. Les riches deviennent de plus en plus riches, le reste de la société devient de plus en plus pauvre, et c'est l'évident résultat au fond de ce que voulait l'Amérique. Vous aviez un besoin d'être plus gros que ce qu'il pouvait se permettre. La seule façon de faire, c'était d'imprimer de l'argent, d'abord avec le public, ensuite avec le privé, d'accord, mais que ce soit le privé ou le public, ça reste de l'impression d'argent au-dessus de la croissance économique. Donc on a une augmentation de la masse monétaire qui est permanente, qui est toujours au-dessus de ce combien l'économie peut progresser, et ça fait un poids indu qui petit à petit étouffe les entreprises sous le poids toujours croissant de la finance et de l'obligation d'avoir toujours plus de dettes, toujours plus d'argent, toujours plus d'exigences de la part du milieu financier. Donc quelles ont été les conséquences de ça sur le système économique réel, c'est-à-dire les biens et les services que l'argent est censé ramener? Et tout simplement, ils sont devenus de plus en plus difficiles à produire, de plus en plus difficiles de tirer un profit de ce qu'on faisait, et ce pour la bonne et simple raison que quand l'argent était créé, il allait à la finance, mais la finance, c'est pas seulement qu'elle avait un droit de cuissage sur les profits du travail, c'est qu'elle avait, et elle a toujours, une capacité à consolider les grandes fortunes dans des tout petits cercles. C'est-à-dire que une entreprise qui a besoin de 5000 employés pour fonctionner, elle a quand même 5000 salaires qu'elle doit donner. Mais un hedge fund qui n'a besoin que d'une vingtaine de personnes qui décident où part l'argent, ils se payent eux-mêmes, ils payent les gens à qui ils doivent de l'argent, et en réalité, ça s'arrête là. Vous avez une consolidation de la richesse dans un tout petit nombre de mains, et un appauvrissement généralisé de partout ailleurs. J'en avais parlé dans le trou noir financier. Et c'est là qu'on voit, d'ailleurs, ce que ça a créé aux États-Unis, on le voit beaucoup, c'est les plaintes de plus en plus nombreuses sur ce qu'on appelle les 1%, c'est-à-dire les 1% des plus riches. Alors on vient vous vendre que c'est une société qui a... désolé de le dire, mais là je suis obligé de taper dessus. C'est là qu'on voit les imbéciles de libéraux qui viennent vous expliquer qu'en fait c'est la preuve d'une société très créatrice. Non, c'est la preuve d'un système économique complètement déséquilibré qui au contraire n'est plus capable de créer. C'est pas l'Amérique a des super riches parce qu'ils ont très bien réussi. C'est l'Amérique a des super riches parce qu'ils ont très fortement triché et imprimé plus d'argent que n'importe qui. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et au-delà du fait que ça crée des banques, des hedge funds, parce que jusqu'en 2008 c'était surtout les banques qui faisaient l'impression d'argent, puis ensuite c'est les hedge funds qui se sont mis à prêter de plus en plus, et le gros du secteur en réalité bancaire est dans les ombres aujourd'hui, il n'est plus dans les banques officielles. Parce que les banques officielles, si elles respectent les règles imposées après 2008, elles ne peuvent plus faire leur saint profit. Donc on a passé tout ça dans les systèmes plus cachés. Et vous avez en fait cette espèce de situation où on voit très bien aujourd'hui que la plupart des gens sont descendus dans un statut de, entre guillemets, semi-smicard. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs qui sont Bac+5, qui sont compétents, qui ont un travail utile à la société, ce que vous voulez, dans des grandes sociétés, et ils sont payés quelque chose comme 2 fois le SMIC. Les smicards eux-mêmes trouvent que c'est tout juste capable de tenir. Vous avez des métiers comme les professeurs qui sont quand même censés être assez importants dans la société, qui sont à peine payés 1,5 fois le SMIC, et vous vous dites où est l'argent? Et la réponse est le gros de l'argent a disparu dans le monde financier parce que à chaque fois que vous travaillez en réalité pour des entreprises qui sont endettées, et à chaque fois, ils vont avoir ce droit de cuissage. Et vu que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de quantités énormes de choses, surtout que la finance est extrêmement automatisée, c'est extrêmement machinisé, c'est beaucoup de programmeurs et de matheux qui font en sorte que des algorithmes fassent les sécurités et prennent les décisions pour vous en grande partie. Quand vous avez un système où au fond, il n'y a pas besoin de beaucoup de décideurs, sur quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, vous pouvez tenir
le gros du monde financier qui, en réalité, est en train d'aspirer l'argent d'une immense partie du monde, on peut dire la majorité du monde, à elle-même. Et donc, on devrait logiquement, si vous commencez à avoir la production d'une petite élite de 1% d'ultra riches alors que tout le monde devient pauvre, avoir la casse. C'est pour ça que, encore une fois, les gens qui se plaignaient de la désindustrialisation, les gens qui disaient ça ne marchera jamais, les gens qui disaient c'est débile, vos idées de finance, de tout service, ça ne marchera pas, il faut produire, il a toujours fallu produire, ils disent depuis 30-40 ans, ça va casser. Donc pourquoi est-ce que ça a tenu? La première raison pour laquelle ça a tenu aussi longtemps est tristement simple. À chaque fois qu'une triche commençait à atteindre le bout de sa corde, ils en inventaient une autre. Je vais vous donner 3 exemples. Dans les années fin 70, début 80, ils inventent ce qu'ils appellent les MBS, donc les Mortgage-Backed Securities. Littéralement, ce sont des titres adossés à des hypothèques immobilières. Donc en clair, Monsieur Duchemin veut acheter sa maison, il a besoin d'un prêt. Le prêt va lui coûter, mettons, 100 000. On prend les 100 000 plus les intérêts qu'il va devoir payer et on les empaquette avec, mettons, un millier d'autres hypothèques et on vend ça sur les marchés financiers en disant « Regardez, ça va rapporter du bénéfice ». Sauf que, évidemment que si vous avez un droit de cuissage permanent sur les profits et que vous avez constamment impression d'argent et que vous avez toujours, parce que c'est bien le but du système, cette impression d'argent qui va servir quelque part quand même à satisfaire un besoin. C'est-à-dire qu'il faut quand même un jour que sur les 150 milliards de pognon, on arrive quand même à en tirer un petit peu quelque chose pour que Monsieur Duchemin s'achète une maison ou même que sa fille s'achète une glace à Auchan. Le problème doit éventuellement être résolu. La question de quoi faire de l'argent doit tôt ou tard se résoudre dans un véritable bien au service pour qu'il y ait une véritable demande pour cet argent. Donc, peu importe combien vous faites de masse monétaire, il doit y avoir un retour à la réalité physique. Et le retour à la réalité physique avec les MBS, ça a été quoi? Ça a été, mettons en 1980, M. Duchemin achète sa maison pour 100 000, il paye avec les intérêts, on va dire 120 000 sur 10 ans. Puisqu'il y a eu tout un tas d'argent qui a été créé grâce au MBS et que ça a été vendu sur les marchés financiers, ce qui a fait une demande, parce que tout le monde veut vivre dans une maison, personne ne veut vivre dans une tente, vous arrivez très rapidement, dès les années 90, à des marchés financiers qui ont une demande énorme pour ce genre de produits qui rapportent beaucoup d'intérêt et qui sont prêts à donner encore plus d'argent, c'est-à-dire à imprimer encore plus d'argent pour avoir plus de MBS. Donc ça donne quoi? Ça donne qu'aux années 80, on vous dit c'est 100 000 et vous devrez payer 120 000 au bout de 10 ans sur je ne sais combien d'intérêts. Aux années 90, vu qu'il y a une énorme demande pour ce retour-là sur les marchés financiers, on a assigné beaucoup d'argent à la chose, on a permis à ce que beaucoup de MBS se fassent, et maintenant, les MBS ont permis de faire monter les prix de l'immobilier. Parce que c'est toujours ce qui se passe quand il y a de l'inflation, quand il y a beaucoup d'argent. Donc maintenant, c'est plus 100 000, c'est 150 000. Le problème, c'est que payer 150 000 avec les salaires de 1990 qui n'ont pas du tout augmenté aussi fort que ont augmenté les prix, c'est plus dur que de payer 100 000 en 1980. Et ça sera beaucoup plus dur de payer 250 000 aux années 2000, et ça sera encore bien plus dur de payer 600 000 en 2006. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fini avec la crise des subprimes. Donc vous avez ce premier genre d'étage où on crée un produit au fond normal bancaire, un prêt pour s'acheter une maison, ça se revend sur les marchés financiers, ça crée une énorme demande sur les marchés financiers parce que ça fait beaucoup de retours d'argent, et parce qu'on va avoir cette demande dans les marchés financiers, on va avoir encore plus de demandes de prêts et on va avoir encore plus d'offres d'argent, en clair, d'inflation. Donc on a une séquence en fait où l'inflation se cède à l'inflation et se cède à l'inflation. Et il se passe quoi? Il se passe que vu que les salaires n'augmentent pas autant, parce que sinon ça ne serait même pas un sujet, les gens deviennent de plus en plus incapables de payer. Et au bout d'un temps, il faut baisser les critères. C'est là qu'on arrive au deuxième étage de la fraude. Au début, les MBS, c'était on vous prête 100 000, vous nous rembourserez sur 10 ans jusqu'à 120 000, et vous aurez votre maison, et tout le monde est content. Nous, on a fait beaucoup d'argent, vous avez votre maison, vous êtes propriétaire, et tout va bien. Oui,
Mais le type, il pouvait espérer sans trop de difficultés gagner pour 120 000 francs par rapport à son travail et à ses dépenses quotidiennes entre 1980 et 90. Par contre, faire le même jeu entre 90 et 2000, là c'est plus dur, c'est plus cher, il y a plus d'intérêt, ou il y a peut-être moins d'intérêt, mais il y a plus d'argent dans tous les cas de figure par rapport à son salaire. Et entre 2000 et 2008, c'est encore bien pire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est très simple. En 80, on a un certain standard pour voir si la personne a un salaire suffisant pour rembourser l'hypothèque. Quand en 90, la demande est toujours aussi forte, mais qu'il y a moins de gens capables de répondre à ces standards, on baisse les standards. En clair, on dit aux banques, prenez plus de risques. Aux années 2000, on prend encore plus de risques, parce qu'il y a de moins en moins de gens capables de répondre aux critères, parce qu'il y a toujours plus de décorrélation entre les salaires, les revenus et les gains attendus par la finance. Et aux années 2008, on a tellement fait baisser les standards qu'on a offert des prêts nawak à tout un chacun, et ça a donné le résultat qu'on a vu en 2008, c'est-à-dire un marché tellement pourri de gens qui n'étaient plus capables de rembourser que les banques se sont retrouvées avec énormément de maisons qu'elles ont récupérées par rapport à des prêts qui n'étaient pas tenables, et elles en ont eu tellement qu'elles ne pouvaient même plus les revendre, tant le marché était saturé de gens qui avaient fini à la rue, et de maisons qui étaient complètement impayables, parce que bien sûr, vous avez toujours eu l'augmentation des prix entre 1980 et 2008. Et c'est comme ça que ça marche. Et pourtant, c'est pas la dernière fraude. Pourquoi? Parce que quand ils se sont rendus compte que ce genre de produit était profondément toxique et qu'en réalité, ça donnerait soit des maisons en trop qu'ils ne pourraient pas revendre, soit des prix toujours plus délirants qui taxeraient toujours plus fort en fait le quidam, ils se sont dit, ça va commencer à se voir que les MBS sont passés de 90% de prêts sains en 1980 à 80% en 90 à 60% en 2000 à même pas 10% aujourd'hui, et ça n'est quasiment que des prêts de merde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout un tas de MBS et d'autres produits financiers merdiques, et ils ont tout empaqueté dans un énorme produit financier à plusieurs centaines de milliards parfois, et ils ont appelé ça un CDO. Et c'était littéralement comme un grand sac poubelle de prêts qui ne seraient jamais remboursés et de systèmes qui allaient échouer. L'augmentation de la demande des marchés financiers pour toujours plus de produits financiers a fait une augmentation permanente des coûts, une augmentation permanente des prix, une inflation permanente, mais in fine, n'a fini que par rendre l'économie intenable. Et pourtant, quand en 2008, on avait eu les MBS qui avaient fait augmenter tout, qu'on avait fait baisser tous les standards de sécurité jusqu'à ce que tout pète, qu'on avait caché le fait que les MBS étaient invendables dans les grands CDO tout pourris, eh bien, les banques sont allées voir la Fed et elles ont dit, soit vous commencez à sauver le système, donc techniquement ils n'ont pas sauvé les banques, ils ont sauvé les compagnies d'assurance qui achetaient les CDO, mais c'est une autre histoire, soit vous nous sauvez, soit le système s'arrête. Et dans la plus pure tradition de l'extrême corruption de l'Empire américain, évidemment, la Fed a commencé à imprimer de nouveau beaucoup d'argent elle-même pour sauver les banques. Et nous sommes dans ce système où la Fed imprime du pognon pour sécuriser les mauvais placements tout pourris et les augmentations permanentes de pression fiscale, au fond, parce que c'est comme une taxe, sur les travailleurs, sur les entreprises productives, et ça dure depuis 2008. La Fed soutient les banques privées qui soutiennent une taxe permanente sur le travail. C'est ça le néolibéralisme, c'est ça son résultat final. Depuis 2008, nous sommes coincés dedans, et en gros, ça a vraiment commencé en 1981 avec Reagan et Volcker. De 80 à 2008, c'était un système qui ne faisait qu'aggraver les choses, mais qui permettait à l'Amérique de rester toute puissante. À partir de 2008, c'est pire, puisque la Fed s'est mise à imprimer toujours plus de pognon pour sustenter le système, et nous ne faisons qu'étouffer dedans. Ça, c'est la situation actuelle. C'est littéralement un jeu d'endettement infini, où on vous explique à chaque fois qu'en fait,
tant que vous payez, c'est-à-dire tant que vous n'arrêtez pas de travailler, que vous n'arrêtez pas de faire, tant que vous continuez à marcher dans le système, on va essayer de vous tondre toujours un petit peu plus en vous expliquant que c'est pour votre bien. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous arrivez à des imbécilités comme Trump qui vient sérieusement vous dire « Je vais aider les Américains avec des hypothèques sur 50 ans. » 50 ans. Ce qui évidemment n'aide absolument personne. Personne, c'est juste une catastrophe. Mais c'est comme ça. C'est la seule façon, aujourd'hui, de maintenir encore les prix de l'immobilier en place et de ne pas voir le système financier exploser sous le poids délirant des dettes qu'ils exigent. C'est de dire, en fait, au lieu d'étaler les dettes sur 30 ans, ce qui était déjà monstrueusement long, maintenant on va les étaler sur 50. Bonus quand on sait que l'acheteur moyen d'immobilier aujourd'hui a presque 40 ans. Je crois que c'est 38 ans et demi. Ouais, donc vous payez de 38 ans et demi votre maison jusqu'à 88 ans. Joie. Donc comment est-ce qu'on en arrive en ce moment à ce que je fasse ce genre de vidéo qui au fond n'est qu'un... À ce stade, c'est devenu une marotte, quoi. La fin du capitalisme. Depuis combien d'années, combien de décennies est-ce qu'on nous promet que ça ne tiendra plus et pourtant à chaque fois, ils inventent un nouveau truc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je pense que là, il n'y a plus de moyens. Alors, l'imagination humaine est infinie. Il est toujours possible de créer quelque chose. Mais malgré ça, je pense qu'il n'y a vraiment plus de moyens pour continuer à faire tenir ce système. Le nombre de crises est trop grave, il y a trop de problèmes, et il y a une phrase que j'emploie depuis à peu près un an et demi maintenant, alors évidemment avant la chaîne, c'est que le véritable point inquiétant, c'est que quand je regarde l'économie mondiale, tous les voyants sont au rouge. Tous. Il n'y a pas une seule issue, il n'y a pas une seule porte de sortie. Tout semble s'approcher de l'explosion. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va faire la liste de tout ce qui ne tourne plus, de tout ce qui est au rouge. Et vous pourrez vous faire votre propre idée, mais pour moi, très franchement, j'attends de voir comment on pourrait sortir le navire de l'Empire américain, de l'empire de la finance rapace, hors de sa situation à l'heure actuelle. Pour moi, il n'y a aucun doute que ceux qui ont encore foi que le système, au fond, reste le système capable d'attirer les capitaux à lui et donc de se maintenir, je pense qu'ils sous-estiment la gravité de la situation à laquelle nous faisons face.